Le bureau de l'avocat sentait le vieux papier et le café resté sur le feu trop longtemps. Je m'assis dans un fauteuil en cuir qui grinçait à chaque fois que je changeais de position. Mardi matin, 10 heures, le lendemain des funérailles de papa. 6 mois de soins palliatifs, envolés en 3 heures une fois que la morphine a cessé de faire effet. Ma sœur Mélissa était assise à côté de moi. Robe noire, maquillage parfait, téléphone face contre terre sur ses genoux, mais je voyais l'écran s'éclairer toutes les 30 secondes. L'avocat était âgé, cheveux gris, lunettes de lecture sur une chaîne. Il ouvrit un dossier avec le nom de papa tapé sur l'onglet. Merci à tous les deux d'être venus. Je sais que le moment est difficile. Mélissa hocha la tête. Elle ne leva pas les yeux de son téléphone. Il s'éclaircit la gorge et commença la lecture. Moi, Robert Chêne, saint d'esprit et de corps, déclare par la présente que ceci est mon dernier testament. Langage standard, dette payée, biens personnels distribués. Puis il en vint à la partie importante. À mon fils, Ryan, je laisse la maison familiale située au 2847 Maple Street, Portland, Oregon, ainsi que tout le mobilier et le contenu qui s'y trouve. Je ne réagis pas. Je savais que cela allait arriver. Papa me l'avait dit il y a 2 mois, quand il pouvait encore parler sans masque à oxygène. L'avocat continua. À ma fille Mélissa, je laisse la somme de $80 000 provenant de mes comptes d'épargne et de retraite. La tête de Mélissa se redressa brusquement. Attendez, et moi pour la maison. L'avocat la regarda par-dessus ses lunettes. La maison revient à votre frère. L'héritage en espèces vous revient. C'est la répartition complète des actifs. Ce n'est pas juste. Je suis aussi son enfant. Le testament est clair et juridiquement contraignant. Votre père avait sa pleine capacité mentale lorsqu'il a rédigé ceci il y a 18 mois. 2 témoins présents, notariés. Mélissa se tourna vers moi. Tu étais au courant? Oui. Son visage devint rouge. Tu l'as manipulé. Je ne répondis pas, je regardais simplement l'avocat. Y a-t-il autre chose? Il secoua la tête. Le processus d'homologation standard devrait être finalisé dans 60 jours. L'acte de propriété de la maison sera transféré à votre nom automatiquement. Merci. Je me levai et sortis. Mélissa me suivit sur le parking. Tu l'as manipulé. Il était malade. Sénile. Je déverrouillai ma voiture. Sans me retourner. Il avait l'esprit clair jusqu'à la dernière semaine. Tu le saurais si tu étais venu plus de 3 fois. Je travaillais. J'ai une carrière. Je me tournai vers elle. J'ai pris 6 mois de congé non payé. J'ai dormi sur un lit de camp à côté de son lit d'hôpital chez lui. J'ai changé ses draps quand il ne pouvait plus se lever. J'ai écrasé ses pilules dans de la compote de pommes pour qu'il puisse les avaler. Toi, tu as envoyé des SMS. Elle s'approcha, la voix montant. Maman n'a même pas eu la maison. Il ne lui a rien laissé. Ils ont été mariés 26 ans avant le divorce. Ils sont divorcés depuis 12 ans. Elle a sa propre maison. Papa a été clair dans son testament. C'est bien, son choix. Vends-la. Partage l'argent 50-50e. C'est ce qu'il faut faire. Le testament est ce qu'il faut faire. C'est lui qui a décidé, pas toi. Je montai dans ma voiture et démarrai le moteur. Elle resta là, sur le parking, à me regarder partir. C'était il y a 2 ans. Elle ne s'est pas arrêtée. 2 mois après les funérailles, mon téléphone s'est éclairé avec 14 appels manqués en une seule journée. Tous de son numéro. SMS, on doit parler de la maison. Je n'ai pas répondu. 5e mois, dîner de famille chez maman. Une petite maison qu'elle avait achetée après le divorce. 2 chambres, modestes, mais à elle. Mélissa a abordé le sujet pendant le dessert. Maman, dit à Ryan d'être juste. Papa aurait voulu que nous partagions tout équitablement. Maman avait l'air fatiguée. Elle pleurait beaucoup depuis les funérailles. Peut-être que vous pourriez trouver un arrangement. Un compromis. Je posai ma fourchette. Il n'y a rien à arranger. Le testament est définitif. Mélissa se leva et attrapa son sac. Tu es égoïste. Elle partit sans dire au revoir. 12e mois, un samedi après-midi.
J'étais à la maison en train de réparer un robinet qui fuyait dans la cuisine. On a sonné. J'ai ouvert. Mélissa se tenait là avec une femme en blazer tenant une tablette. Voici Karen. Elle est agente immobilière. Nous faisons évaluer la maison pour pouvoir la mettre en vente. L'agente avait l'air mal à l'aise. Je regardais Mélissa. Par maintenant. C'est à moitié à moi. C'est légalement à moi, à 100%. Tu es en train de violer ma propriété. Par où j'appelle la police. L'agente reculait déjà vers sa voiture. Mélissa me fixa. Tu le regretteras. Elle partit. J'ai changé toutes les serrures cet après-midi-là. 18e mois. J'ai bloqué son numéro. 237 messages textes en 18 mois. Toujours la même chose, tu me dois la moitié. Papa aurait honte de toi. J'engage un avocat. Je l'ai bloqué. J'ai enfin eu un peu de paix. 3 semaines plus tard, une enveloppe est arrivée. Papier couleur crème. Calligraphie formelle sur le devant. Invitation de mariage. Mélissa Chen et James Rivera demandent le plaisir de votre compagnie. Samedi 14 juin, jardin en centre-ville. J'ai failli la jeter. Mon téléphone a sonné ce soir-là. Ryan, tu as reçu l'invitation de Mélissa? Oui. Tu y vas? Probablement pas. Ryan, s'il te plaît. C'est son mariage. La famille doit être là. Je ne dis rien. C'est ta sœur. Je sais que les choses ont été difficiles, mais c'est important. Juste un jour, viens pour la cérémonie. Je me frottais les yeux, fatigué. D'accord, mais je ne reste pas pour toute la réception. Merci. C'est tout ce que je demande. Samedi 14 juin. Jardin, chaises blanches, des fleurs partout. Plus de 200 invités. Je portais un costume. Je me suis assis au fond pendant la cérémonie. Je suis parti dès qu'ils se sont embrassés. Je pensais en avoir fini, mais maman m'a envoyé un SMS, s'il te plaît, reste pour le cocktail. Juste un verre. Je suis resté. Cocktail dans la cour. Guirlande lumineuse. Serveur avec des plateaux de champagne. Invités en groupe discutant et riant. Je me tenais près du bar, j'ai commandé une bière, je l'ai bu lentement, en regardant ma montre toutes les 2 minutes. Encore 15 minutes et je pouvais partir. Mélissa s'approcha. Toujours dans sa robe de mariée dentelle blanche, cheveux parfaits, coupe de champagne à la main. Elle sourit. Cela semblait presque sincère. Je suis contente que tu sois venue. Félicitations. Elle prit une gorgée. Son sourire s'effaça. Alors, à propos de la maison. Je posai ma bière. Pas aujourd'hui, Mélissa. Quand alors? Tu m'évites depuis 2 ans. Parce qu'il n'y a rien à discuter. Sa voix devint plus forte. Quelques invités près de nous se tournèrent. Il y a beaucoup à discuter. Cette maison devrait être à moitié à moi. Le testament et je me fiche du testament. Elle criait maintenant. Plus de gens se retournaient. Les conversations s'arrêtaient. Je gardais une voix calme. Tu es ivre. Va-t'en. Elle s'approcha, le visage rouge, le champagne s'agitant dans son verre. Donne-moi ta maison de 400 000 $ maintenant. Le silence tomba dans la cour. Tout le monde regardait. Je ne bougeais pas, c'est ton mariage. Ne fais pas ça. Elle me gifla violemment le visage de sa paume ouverte. Le son résonna. Ma joue me brûlait. J'avais un goût de sang, je m'étais mordu la langue quand elle m'avait frappé. 200 personnes regardaient. Son nouveau mari James restait figé à 3 mètres. La bouche ouverte. Il ne bougeait pas. Je touchais ma joue. Je sentais qu'elle enflait déjà. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas rendu le coup. Je l'ai juste regardé, puis James, puis la foule d'invités qui faisaient semblant de ne pas regarder. Félicitations pour votre mariage. Je me tournai et marchai vers la sortie. La voix de maman derrière moi, Ryan, attends. Je continuai à marcher à travers la cour, le lieu de réception, jusqu'au parking. Je montai dans ma voiture et restai assis là, les mains sur le volant, moteur éteint. Ma joue lançait là où elle m'avait frappé.
J'abaissai le pare-soleil et me regardai dans le miroir. Une empreinte de main rouge sur ma joue gauche, le contour net de ses doigts. Mon téléphone vibra. Maman appelait. Je refusai l'appel. Il vibra à nouveau, je refusai. La troisième fois, je posai le téléphone face contre terre et restai assis là pendant 5 minutes. Puis je pris le téléphone, ouvris Google et tapai comment vendre sa maison rapidement. Je cliquai sur le premier résultat, lus pendant 10 minutes, démarrai le moteur et rentrai chez moi, à mon appartement. Je n'ai pas dormi. 8h47 dimanche matin. J'appelai Kate Morrison, une agente immobilière avec qui j'avais travaillé quand j'avais acheté mon appartement il y a 3 ans. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Ryan, ça fait longtemps. Que se passe-t-il? Je dois mettre une maison en vente rapidement. D'accord. Quel bien? 2847 Maple Street. Une pause. La maison de ton père. Oui. Tu es sûr? C'est une grande décision. Je suis sûr. Quelle est la valeur du marché en ce moment? Je l'entendis taper. Les maisons dans ce quartier partent vite. Pour une taille et un état similaires, je dirais entre 4 cents et 425. La tienne a la cuisine rénovée, n'est-ce pas? Oui. Nouveaux appareils il y a 2 ans. Parquet refait. Alors je l'afficherai à 435. Tu devrais avoir des offres d'ici 2 semaines. Fais-le. Je veux qu'elle soit vendue vite. Nouvelle pause. Je peux demander pourquoi cette urgence? Raison familiale. Compris. Je t'envoie les papiers aujourd'hui. On peut faire les photos mardi? Mardi, ça marche. D'accord, je m'en occupe. Je raccrochai, fis du café, m'assis à ma table de cuisine et fixai le mur. Mardi après-midi, Kate amena un photographe. Je l'ai retrouvé à la maison et déverrouillé la porte d'entrée. Je n'étais pas venu ici depuis 2 semaines. Ça sentait encore papa l'allspice et les bougies à la vanille qu'il faisait brûler. Le photographe se déplaçait en prenant des photos, salon, cuisine, 3 chambres, 2 salles de bain, jardin. Je regardais depuis le couloir. Kate s'approcha, porte-bloc à la main. Comment veux-tu que je la décrive? Des caractéristiques particulières à souligner. Cuisine rénovée, parquet, grand jardin, proche des transports. État, excellent. Tout fonctionne. Toit remplacé il y a 4 ans. Elle prit des notes. Attachement émotionnel mis à part, ça devrait partir vite. Excellent emplacement. Bien. Le photographe termina. Kate ferma à clé. Ils partirent. Je restai. Je parcourus les pièces vides. Le fauteuil préféré de papa était toujours dans le coin du salon cuir marron, accoudoirs usés là où il posait ses mains depuis 20 ans. La table de la cuisine où nous prenions le petit déjeuner chaque matin avant l'école. Ma chambre d'enfant, les murs toujours bleus. Le placard contenait encore de vieux cartons de mes affaires que je n'avais jamais vidés. La chambre de papa. Je me tins sur le pas de la porte. Je n'entrai pas. Je pouvais encore imaginer le lit médicalisé, les machines, l'odeur de désinfectant essayant de couvrir l'odeur de la mort. Je fermai la porte, verrouillai et partis. Mercredi matin, l'annonce fut publiée. Kate m'envoya le lien par SMS. Je l'ouvris sur mon ordinateur portable. 2847 Maple Street, 435 000 $, actif. 3 chambres, 2 salles de bain, 167 mètres carrés. Construit en 1987. Cuisine rénovée. Parquet partout. Grand jardin avec des arbres matures. Je fis défiler les photos. Le salon présentait bien lumineux, propre. La cuisine avec les nouveaux appareils en acier inoxydable. Le jardin avec le grand chêne sur lequel je grimpais. Une photo montrait le salon sous un angle différent. Le fauteuil de papa était visible dans le coin. Vide. Je fermai l'ordinateur. Jeudi après-midi. Mon téléphone vibra. SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, oh mon Dieu. C'est ton ancienne maison. Lien vers l'annonce Zillow. Puis j'ai réalisé qu'une amie de Mélissa avait dû la voir et la lui envoyer. 3 minutes plus tard, mon téléphone sonna. Le numéro de Mélissa. Ça ne passa pas, appel échoué immédiatement. C'est vrai, je l'avais bloqué.
J'ouvris Instagram et vérifiai mes messages privés. 47 nouveaux messages, tous de Mélissa, tu ne peux pas vendre cette maison. C'est à moitié à moi. Appelle-moi tout de suite. J'appelle mon avocat. Tu es un voleur. Papa te détesterait. Réponds au téléphone. C'est illégal. Tout en majuscules. 47 messages en moins de 2 heures. Je fermai l'application. Je ne répondis pas. Mon téléphone sonna. Maman. Je répondis. Ta sœur est hystérique. Elle dit que tu vends la maison. C'est le cas. Pourquoi ferais-tu cela? C'est la maison familiale. Parce qu'elle est à moi et que je peux en faire ce que je veux. C'est ta sœur. Vous ne pouvez pas régler ça entre vous? Elle m'a giflé devant 200 personnes à son mariage. J'ai fini de régler les choses. Elle était ivre. Elle m'a appelé en pleurant. C'est à toi qu'elle s'est excusée, pas à moi. Ryan, s'il te plaît. Cela déchire la famille. C'est elle qui l'a déchiré, pas moi. J'ai suivi le testament de papa. Elle ne peut pas l'accepter. Par lui, s'il te plaît. Non, maman. Je raccrochai et mis mon téléphone en silencieux. Samedi, 5 jours après la mise en vente, Kate appela. Nous avons déjà une offre. Acheteur au comptant, 430 000 $, clôture en 21 jours, aucune condition suspensive. C'est moins que le prix demandé. Oui, mais c'est propre, rapide, et les acheteurs au comptant ne se rétractent pas. Je réfléchis pendant 10 secondes. Accepte. Tu es sûr? On pourrait avoir plus en attendant. Je suis sûr. Accepte aujourd'hui. D'accord, je t'envoie les documents. Ce soir-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines. Lundi matin, je relevai mon courrier. Facture, publicité, puis une enveloppe épaisse. Courrier certifié, signature requise. Adresse de retour, Buckley & Associates, avocat. Je l'ouvris. Cher M. Chen, notre cliente, Mélissa Chen-Rivera, fait valoir un intérêt juridique sur la propriété susmentionnée sur la base d'accords verbaux conclus entre Madame Chen-Rivera et le défunt Robert Chen avant son décès. Madame Chen-Rivera soutient qu'elle a droit à la copropriété de ladite propriété. Nous sommes prêts à déposer un privilège formel auprès du comté pour empêcher toute vente ou transfert de la propriété jusqu'à ce que la propriété puisse être dûment déterminée par une procédure devant le tribunal des successions. Veuillez contacter notre bureau dans les 7 jours ouvrables pour discuter d'une résolution. Cordialement, Robert Gilles Buckley, avocat. Je le lus 3 fois. Je m'assis sur mon canapé. J'appelai Kate. Nous avons un problème. Quel genre de problème? L'avocat de ma sœur menace de déposer un privilège, affirmant qu'elle a des droits de propriété basés sur des promesses verbales. Kate fit un silence. Cela va détruire la vente. Les acheteurs ne signeront pas avec un privilège sur la propriété. Je sais. Tu as un avocat? Pas encore. Trouvant un vite. Je raccrochai et fixai la lettre. Elle ne voulait pas de la maison, elle voulait s'assurer que je ne puisse pas la voir non plus. Mardi matin, j'étais assis en face de David Park dans son cabinet d'avocat au centre-ville. La cinquantaine, costume gris, mur couvert de diplômes de droit encadré et de certification du barreau. Je l'avais trouvé par l'intermédiaire d'un ami qui s'occupait de questions de succession. Je fis glisser les documents sur son bureau, le testament de papa, des copies certifiées, et la lettre de menace de l'avocat de Mélissa. David lut tout. Prit son temps. Prit des notes sur un bloc-notes jaune. Enfin, il leva les yeux. Sa réclamation est extrêmement faible. Le testament est inattaquable. Notarié. Témoigné. Votre père a été évalué par son oncologue 2 semaines avant la signature et déclaré mentalement apte. Donc elle ne peut pas gagner légalement? Non, mais elle peut retarder la vente de 3 à 6 mois facilement si elle pousse cela devant le tribunal des successions. Je sentis mon estomac se nouer. Combien cela va-t-il me coûter? David se renversa dans son fauteuil. Les honoraires de base sont de 5 000 $. Si elle va jusqu'à une audience, nous en aurons pour 10 à 15 000 $ au total, peut-être plus si elle fait appel. Je n'avais pas 10 000 $. Je peux payer en plusieurs fois. J'ai besoin de la compte à l'avance. Après cela, nous pourrons trouver un arrangement.
J'acquiesçai. Je vous apporterai l'argent d'ici vendredi. Bien. En attendant, ne communiquez pas avec elle ou son avocat. Tout passe par moi. Je rentrai chez moi et vérifiai mon compte bancaire sur mon téléphone à un feu rouge. Épargne, $8047. Acompte, $5000. Reste, $3047. Mes mains tremblaient. Mercredi après-midi, Kate appela. J'ai une mauvaise nouvelle. J'étais en train de déboguer du code pour un client, un projet en freelance à rendre vendredi. Que s'est-il passé? L'acheteur a retiré son offre. J'arrêtai de taper. Pourquoi? Ils ne veulent pas s'occuper de complications juridiques. Leur agent leur a conseillé de se retirer. Je suis désolé. On peut trouver un autre acheteur? Pas tant que le privilège n'est pas levé. Personne ne fera d'offre sur une propriété avec un litige juridique actif. Je raccrochai, fixai mon écran d'ordinateur et le refermai. Ce soir-là, je fis les comptes. Revenu de freelance, irrégulier. Les bons mois, je gagnais $6000. Les mauvais mois, $3000. C'était un mauvais mois. Épargne actuelle, $8247. Acompte avocat du, $5000. Reste, $3247. Loyer appartement Portland, $1800 par mois. Hypothèque de la maison de papa, $650 par mois. Je la payais avec le petit compte d'épargne que papa avait laissé et qui ne faisait pas partie du testament. Il était presque vide maintenant. Services publics, nourriture, assurance voiture, téléphone, les chiffres ne collaient pas. Je serai fauché dans 6 semaines. Vendredi matin, David appela. Elle a déposé le privilège. C'est officiel maintenant. Combien de temps avant que nous puissions le contester? La première audience est prévue dans 6 semaines. Les tribunaux sont encombrés. 6 semaines est le délai standard. Rien que nous puissions faire pour accélérer. Je paie une hypothèque que je ne peux pas me permettre sur une maison que je ne peux pas vendre. Je comprends, mais le système est lent. Nous allons nous en sortir. Je transférai les 5000. Samedi, j'ai donné mon préavis pour mon appartement. Le propriétaire s'est montré compréhensif, il m'a laissé rompre le bail plus tôt puisque j'étais là depuis 3 ans sans aucun problème. J'ai emballé mes affaires. Il n'y avait pas grand-chose, canapé IKEA, bureau, vêtements, ordinateur portable et écran pour le travail. J'ai tout chargé dans un U-Haul. J'ai roulé jusqu'au 2847 Maple Street. J'ai déchargé sous la pluie. J'ai installé mon bureau dans mon ancienne chambre. Mur bleu, les posters étaient partis depuis longtemps, mais les trous de punaises étaient toujours là. J'ai mis mon lit là où se trouvait mon lit simple autrefois. Je m'assis sur le bord et regardai autour de moi. 17 ans à nouveau, sauf que j'en avais 34 et que je me battais contre ma sœur au tribunal. Les notifications Instagram n'arrêtaient pas. Mélissa, 47 messages, puis 63, puis 112. Je l'ai bloqué. 2 jours plus tard, nouveau message de Justice for Family 2024, tu peux me bloquer, mais tu ne peux pas te cacher de la vérité. Voler sa famille a des conséquences. Tout le monde saura quel genre de personne tu es. J'ai bloqué ce compte aussi. Mon ami Tyler m'a envoyé une capture d'écran mercredi soir. Un post Twitter d'un compte que je ne reconnaissais pas, certaines personnes volent leur propre famille et pensent être des héros. Dégoûtant. Aucun nom mentionné, mais je savais. Tyler, c'est à propos de toi. Moi, oui. Tyler, tu veux que je le signale? Moi, non. Laisse-la gaspiller son énergie. Semaine 3. Maman s'est présentée à la maison. Je travaillais à mon bureau. Date limite pour un client dans 2 heures. Je ne m'étais pas douché depuis 2 jours. On a sonné. J'ai ouvert. Maman était là avec un plat à gratin recouvert d'aluminium. Salut chérie. Je t'ai apporté le dîner. Elle entra avant que je puisse dire quoi que ce soit. Elle posa le plat sur le comptoir de la cuisine et regarda autour d'elle. Tu habites ici maintenant? Temporairement, jusqu'à ce que les problèmes juridiques soient réglés. Elle se tourna vers moi. À ce propos. On peut parler? J'ai une date limite. S'il te plaît. 5 minutes. Je m'assis à la table de la cuisine. Elle s'assit en face de moi.
Je pense que tu devrais abandonner la vente. Trouve un terrain d'entente avec Mélissa. Partagez la valeur de la maison, allez de l'avant en tant que famille. Elle a déposé un privilège frauduleux pour arrêter une vente légale. Que doit-elle faire de plus pour que tu prennes mon parti? Je ne prends pas parti. Si, tu le fais. Tu prends le sien, comme toujours. Les yeux de maman s'embuèrent. C'est ta sœur. Elle a cessé d'être ma sœur quand elle m'a giflé devant 200 personnes et a ensuite essayé de voler mon héritage. Ryan, je veux dire, papa m'a laissé cette maison. Il a fait ce choix. Il l'a vu l'ignorer pendant 6 mois alors que je m'occupais de lui, et il a décidé que je l'avais mérité. Elle doit accepter cela. Elle a l'impression qu'il t'aimait plus. Peut-être qu'il m'aimait plus, parce que j'étais là. Maman se leva et attrapa son sac. Je ne peux pas regarder mes enfants se détruire mutuellement. Elle partit. Le plat était toujours sur le comptoir. Je me remis au travail. J'ai respecté la date limite avec 40 minutes d'avance. Semaine 4. David appela avec une bonne nouvelle. J'ai trouvé quelque chose. Quoi? L'oncologue de votre père a tenu des dossiers détaillés. 2 semaines avant la signature du testament, elle l'a évalué pour sa capacité mentale. Procédure standard pour les patients en phase terminale prenant des décisions juridiques. Elle l'a certifié totalement apte. Affida signé, notarié. Cela détruit complètement la réclamation de Mélissa. Et j'ai trouvé 2 autres témoins prêts à témoigner, l'infirmière des soins palliatifs de votre père et son voisin qui lui rendait visite régulièrement. Les 2 témoigneront qu'il était lucide et avait l'esprit clair. Donc nous pouvons faire lever le privilège. Je dépose une requête pour un rejet sommaire. Le juge examinera les preuves. S'il est d'accord, nous n'aurons même pas besoin d'une audience complète. Combien de temps? 2 semaines, peut-être 3. Je sentis quelque chose se desserrer dans ma poitrine pour la première fois depuis 1 mois. Merci. Ne me remerciez pas encore. Attendons la décision du juge. Semaine 6, jeudi matin, 10h. Tribunal du comté de Multnomah, 3e étage, division des successions. Je portais le même costume que pour le mariage, le seul que je possédais. David m'a rejoint devant la salle d'audience. Prêt? Ouais. Nous sommes entrés. Une petite salle d'audience, des boiseries, le siège du juge à l'avant, 2 tables lui faisant face. Mélissa était assise à l'autre table avec son avocat, Robert Buckley, la soixantaine, costume coûteux. Elle semblait plus mince, les cheveux tirés en arrière, sans maquillage. Elle ne m'a pas regardé quand je suis entré. Le juge est arrivé. Nous nous sommes levés. Veuillez vous asseoir. Affaire numéro 2024 PR 8847, chaîne contre chaîne Rivera. Litige successoral. David s'est levé. Monsieur le juge, nous demandons le rejet sommaire du privilège déposé par la demanderesse. Les preuves montrent clairement qu'il a tout présenté, le testament de papa, l'évaluation de la compétence par l'oncologue, les témoignages sous serment de l'infirmière de soins palliatifs et du voisin. Cela a pris 15 minutes. Buckley s'est levé, a tenté d'argumenter. Monsieur le juge, ma cliente soutient que des promesses verbales ont été faites. Avez-vous des preuves de ces promesses verbales des témoins, de la correspondance écrite, des enregistrements? Non, monsieur le juge, mais... Alors vous n'avez aucun dossier. Le testament est clair. Le testateur a été évalué comme mentalement compétent. De multiples témoins confirment son état d'esprit. Il n'y a aucune base légale pour ce privilège. Elle a regardé les documents devant elle, a pris des notes. Le privilège est rejeté. La demande de la demanderesse manque de fondement. La propriété est confirmée comme appartenant exclusivement au défendeur, Ryan Shen. Les frais de justice sont accordés au défendeur. Elle a frappé le marteau. Nous nous sommes levés. Elle est partie. David s'est tourné vers moi, m'a serré la main. C'est fini. C'est terminé. Mélissa pleurait. Buckley lui parlait à voix basse. Elle n'écoutait pas. Je suis sorti. Vendredi matin, semaine 7. Je préparais du café quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô, monsieur Shen. C'est Robert Buckley. Je représentais votre sœur dans l'affaire du privilège.
Je me suis figé. Je sais qui vous êtes. Je vous appelle à titre officieux, pas en tant qu'avocat. En tant que personne qui fait ce métier depuis 30 ans. Pourquoi m'appelez-vous? Parce que j'avais conseillé à votre sœur de ne pas déposer ce privilège. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucune chance. Elle a insisté. Maintenant, elle risque des sanctions de l'ordre des avocats pour avoir déposé une plainte abusive, et elle me doit 18 000 $ en frais juridiques qu'elle ne peut pas payer. Ce n'est pas mon problème. Je sais. J'appelle parce qu'elle veut conclure un accord. Tout abandonner. Elle signera un document renonçant à toute réclamation sur la propriété. Elle veut juste que ça s'arrête. Le juge a déjà rejeté sa plainte. Il n'y a rien à négocier. Je suis au courant, mais elle m'a demandé de vous contacter. Elle est désespérée. Elle aurait dû y penser avant de déposer sa plainte. Silence de son côté. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vous avez été entraîné dans quelque chose que vous n'auriez pas dû avoir à gérer. Merci. J'ai raccroché. Ce soir-là, je faisais réchauffer des restes de ragoût que maman avait laissés. Notification Instagram, DM de Amalisquin. J'ai failli le supprimer sans le lire. Je l'ai ouvert. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai fait une erreur. Buckley dit que je pourrais recevoir une amende de l'ordre des avocats. Est-ce qu'on peut parler? Pas de majuscules, pas d'insultes, pas de menaces, juste du désespoir. J'ai pris une capture d'écran, je l'ai enregistrée sur mon téléphone, je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone, j'ai dîné, j'ai regardé la télé. J'ai vérifié le message à nouveau avant de me coucher. Rien n'avait changé. Lundi matin, Kate a appelé. Le privilège est officiellement retiré des registres du comté. Nous pouvons remettre en vente. J'étais à mon bureau en train de travailler. Un client en freelance voulait des modifications sur un projet livré la semaine dernière. Quel est le nouveau prix? Je dirais 425. Le marché s'est un peu refroidi et nous devons mentionner le litige juridique même s'il est résolu. Fais-le. Ce sera en ligne demain. Mardi après-midi, l'annonce est redevenue active. 2847 Maple Street, 425 000 $. Litige juridique résolu. Kate a programmé 5 visites pour la première semaine. Je suis resté à l'écart. Je ne voulais pas être là. Semaine 8, samedi matin. Kate a envoyé un texto, visite à 11 h. Jeune couple, très intéressé. J'étais dans un café en train de travailler. J'y suis resté jusqu'à ce qu'elle m'envoie un autre texto à midi, ils adorent. Ils préparent une offre. Ce soir-là, l'offre est arrivée. Sarah et Tom Henderson, fin de vingtaine, préapprouvés jusqu'à 450 000 $. Offre à 420 000 $. Clôture en 30 jours. Aucune condition suspensive sauf l'inspection. J'ai appelé Kate. Accepte. Tu es sûr? C'est en dessous du prix demandé. Je suis sûr. Accepte maintenant. D'accord, j'envoie les documents. J'ai raccroché, posé mon téléphone, fixé le mur. La maison serait partie dans 30 jours. Mercredi après-midi, j'étais à la maison en train de réparer un robinet qui fuyait dans la salle de bain du haut. Une visite était prévue pour 15 h. Je prévoyais de partir à 14h30. 14h15 on a sonné à la porte. Je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte. Mélissa. Elle avait l'air terrible. Cheveux non lavés, sweat et jean, pas de maquillage, les yeux rouges. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que tu avais accepté une offre. Comment as-tu? Je me suis arrêté. Amis communs, le monde est petit. Tu dois partir. Je veux juste parler. Il n'y a rien à dire. Le juge a tranché. La maison est vendue. Tu as perdu. Ryan, s'il te plaît, pars maintenant ou j'appelle la police. Elle n'a pas bougé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à composer le numéro. Elle s'est détournée, a marché vers sa voiture et est partie. J'ai appelé Kate. Mélissa vient de se présenter à la maison pendant ton créneau de visite. Elle est entrée? Non, je l'ai arrêtée à la porte, mais c'est une violation de propriété privée. Elle n'a aucun droit d'être ici. Tu veux déposer une plainte? J'y réfléchis.
J'ai appelé la police, j'ai déposé un rapport. Ils ont dit que comme elle était partie avant leur arrivée, ils ne pouvaient pas faire grand-chose à moins qu'elle ne revienne. Ce soir-là, j'ai appelé David. Elle s'est pointée à la maison pendant une visite programmée après tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle t'a menacé? Non, mais elle ne s'arrête pas 200 messages Instagram, des faux comptes, des visites impromptues. J'ai besoin qu'elle s'arrête. Tu pourrais demander une ordonnance de protection. Est-ce que ça va marcher? Étant donné le harcèlement systématique? Oui. Le dépôt du privilège, les messages, l'intrusion c'est suffisant pour qu'un juge accorde une ordonnance temporaire. Combien de temps ça prend? Je peux déposer la demande demain. L'ordonnance temporaire est généralement accordée sous 48 heures. L'audience complète aura lieu dans 2 semaines. Fais-le. Jeudi, David a déposé les papiers. Vendredi après-midi, j'ai reçu la notification, ordonnance de protection temporaire accordée. Mélissa Chen-Rivra ne doit avoir aucun contact et rester à au moins 100 mètres de Ryan Chen et de sa propriété. Audience complète prévue dans 2 semaines. Ce soir-là, maman a appelé. Une ordonnance de protection contre ta sœur? Elle s'est introduite chez moi pendant une visite. Elle me harcèle depuis des mois. Ryan, c'est ta famille. Elle a cessé d'être ma famille quand elle m'a giflé, a déposé un privilège frauduleux et a essayé de détruire une vente légale. Je me protège. Cela nous déchire. C'est elle qui nous a déchirés, pas moi. J'ai suivi le testament de papa. Elle n'a pas pu l'accepter, et maintenant elle en paie les conséquences. Je ne te reconnais même plus. Tant mieux, parce que la personne dont tu te souviens laissait les gens lui marcher dessus. C'est fini, ça. J'ai raccroché. 2 semaines plus tard, jeudi matin. Encore le tribunal, même bâtiment, autre étage, tribunal de la famille. J'étais assis avec David. Mélissa était assise de l'autre côté de l'allée avec un conseiller juridique commis d'office. Pas d'avocat cette fois. Elle n'en avait pas les moyens. Elle avait l'air encore plus mal qu'avant, plus maigre, des cernes sous les yeux. Le juge est entré. Une femme d'un certain âge, lunettes de lecture, a examiné le dossier. Monsieur Chen, vous demandez une ordonnance de protection d'1 an contre votre sœur. David s'est levé. Oui, monsieur le juge, en raison d'un harcèlement qui s'étend sur 2 ans. Il a tout présenté, message Instagram imprimé, capture d'écran montrant 247 messages, rapport de police pour l'intrusion, documentation sur le privilège abusif. Le juge a lu le tout, a regardé Mélissa. Madame Chen-Rivra, avez-vous quelque chose à répondre? Mélissa s'est levée, la voix tremblante. J'étais sous le coup de l'émotion. J'ai fait des erreurs. Ça ne se reproduira plus. Vous avez déposé une réclamation légale contre l'avis de votre propre avocat. Vous avez envoyé des centaines de messages de harcèlement. Vous vous êtes présenté à la propriété de votre frère sans y être invité. Ce n'est pas de l'émotion, c'est un comportement répété. Je voulais juste ce qui était juste. Le testament de votre père était juste. Vous n'étiez pas d'accord et vous avez choisi de rendre la vie de votre frère difficile. Cela s'arrête maintenant. Elle a frappé le marteau. Ordonnance de protection d'1 an accordée. Aucun contact d'aucune sorte, direct ou indirect. Maintenez une distance minimale de 100 mètres en tout temps. Toute violation entraînera une arrestation. Compris? Mélissa pleurait, a hoché la tête. J'ai besoin d'une confirmation verbale. Oui, je comprends. L'audience est levée. Mélissa a attrapé son sac et s'est précipitée dehors. David m'a serré la main. C'est fait. Si elle viole l'ordonnance, appelle la police immédiatement. Je le ferai. Semaine 12, vendredi matin. Jour de la signature finale. J'étais dans les bureaux d'une société de titres en ville. Mur beige, plantes artificielles, mauvais café. Kate était assise à côté de moi. Une pile de papier devant moi. Signé ici. Paraphé ici. Daté ici. J'ai signé encore et encore 47 signatures au total. Enfin fini. L'agent de titre m'a remis un chèque de banque. Prix de vente, 420 000 $. 25 200 $ de commission d'agent immobilier. 8 400 $ de frais de clôture et de titre. 4 800 $ de frais juridiques pour David.
Produit net, 371 600 $. J'ai fixé le chèque. 371 600 $. Kate a souri. Félicitations. C'est officiellement vendu. J'ai plié le chèque, je l'ai mis dans mon portefeuille. Je n'avais pas l'impression que c'était une victoire. Cet après-midi-là, je suis allé à la maison une dernière fois. Les Henderson emménageaient demain. Leur camion de déménagement était prévu pour 9 heures. J'avais ma clé un jour de plus avant de devoir la rendre. J'ai parcouru les pièces vides. Le salon, plus de meubles, juste des rayures sur le parquet là où se trouvait le fauteuil de papa. La cuisine, comptoir nu, frigo vide et débranché. Mon ancienne chambre, mur bleu, rien d'autre. La chambre de papa. Je me suis tenu sur le seuil. Vide maintenant, mais je pouvais encore la voir. Le lit médicalisé, les machines, la chaise dans laquelle j'ai dormi pendant 6 mois. Je me suis souvenu de la dernière vraie conversation que nous avions eue 2 semaines avant qu'il ne s'éteigne, avant que la morphine ne le rende trop confus pour parler. Il était éveillé, lucide, il m'a regardé. Prends soin de ta sœur. Je le ferai, mais ne la laisse pas profiter de toi. Elle a toujours été douée pour ça. Je ne le ferai pas, il a hoché la tête, a fermé les yeux. Bien. Je suis resté là encore 5 minutes. Puis j'ai fermé à clé et j'ai déposé la clé dans la boîte aux lettres de Kate en rentrant chez moi. Samedi après-midi, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne connaissais pas, c'est James, le mari de Melissa. Est-ce qu'on peut parler? Pas de la maison. De Melissa. Je l'ai fixé pendant 30 secondes. J'ai répondu, quand? Un café. Demain matin. Très bien. Dimanche, 10 heures, café sur Hawthorne. James était déjà là quand je suis arrivé. Il avait l'air fatigué. Il portait toujours son alliance, mais il était assis seul. Je me suis assis en face de lui. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais que tu saches qu'elle ne va pas bien. Elle voit un thérapeute. Ils disent qu'elle a des problèmes de contrôle, des difficultés à accepter de ne pas obtenir ce qu'elle estime lui être dû. Ce n'est pas mon problème. Je sais. Je voulais juste. Elle sait qu'elle a eu tort pour tout ça. Le privilège, les messages, le fait de venir à la maison. Alors elle aurait dû me le dire elle-même, pas envoyer son mari. Il a hoché la tête, a regardé son café. Nous sommes séparés. Pas officiellement, mais elle loge chez une amie. Je ne peux plus. Je ne peux plus faire ça. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu as fait ce que tu avais à faire. Elle a fait ses choix. Il s'est levé, a jeté sa tasse à la poubelle. Prends soin de toi, Ryan. Toi aussi. Il est parti. Je suis resté assis là encore 20 minutes. Lundi matin, je suis allé à la banque, j'ai déposé le chèque. 371 600 $ étaient assis dans ma voiture sur le parking après coup. J'ai envoyé un texto à Kate, merci pour tout. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Elle a répondu, tu vas bien? J'ai regardé le message. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai tapé, honnêtement, je ne sais pas, elle a renvoyé un emoji cœur. Rien d'autre. J'ai posé mon téléphone. J'avais gagné. La maison était vendue. L'argent était à moi. Alors pourquoi avais-je l'impression d'avoir perdu quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer? 8 mois plus tard, j'ai acheté un appartement dans le sud-est de Portland. 2 chambres, bâtiment moderne, construit il y a 3 ans. Tout était neuf. Pas d'histoire, pas de souvenirs. Des murs d'un blanc immaculé, des parquets sur lesquels personne n'avait marché avant moi, des fenêtres qui donnaient sur la ville au lieu d'un jardin où j'avais l'habitude de jouer. Coût 280 000 d'économie. Plus d'argent que je n'en avais jamais eu dans ma vie. Mon travail en freelance s'est stabilisé. Des clients réguliers maintenant, des revenus constants. 4 500 $ par mois en moyenne. J'allais bien. Pas heureux, pas triste, juste bien. En octobre, j'ai vu un post Instagram d'un ami commun. Une photo de Melissa dans un café. Légende, retrouvailles avec une vieille amie. Commentaire en dessous. Quelqu'un demandait, comment se passe la vie de mariée? Melissa a répondu, on prend un peu de temps à part pour que je travaille sur moi-même. Je n'ai pas aimé le post. Je n'ai pas commenté.
J'ai juste fermé l'application. Un autre post 2 semaines plus tard. Mélissa seule cette fois. Légende, apprendre à lâcher prise sur les choses que je ne peux pas contrôler. Un langage de thérapie. Je l'ai reconnu. Tant mieux pour elle. Novembre, le 65e anniversaire de maman. Elle m'a appelé 2 semaines avant. J'organise un petit dîner, juste en famille. J'aimerais que tu viennes. Est-ce que Mélissa sera là? Oui. Je n'ai rien dit. S'il te plaît, Ryan. C'est mon anniversaire. Je ne te demande pas de tout arranger. Juste d'être dans la même pièce pendant 2 heures. Très bien, je viendrai. Samedi soir, 18h. Maison de maman, petite salle à manger, table dressée pour 4. Moi, maman, Mélissa et Carole, une amie de travail de maman. Je suis arrivé exactement à l'heure. Mélissa était déjà là. Elle était assise à un bout de la table, j'étais à l'autre. Nous ne nous sommes pas regardés. Maman a essayé, tant bien que mal. Ryan, comment est ton nouvel appartement? Bien. Je m'installe. Mélissa, comment va le travail? Occupé. Bien, occupé. Carole a posé des questions sur la nourriture, a complimenté le rôti, a comblé les silences. Mélissa avait l'air différente. Les cheveux plus courts, plus foncés, toujours aussi minces. Nous avons tenu bon tout le dîner. De justesse. Après le dessert, maman est allée dans la cuisine pour faire le café. Carole l'a suivie pour l'aider. Je me suis levé pour partir, me dirigeant vers la porte. Mélissa était dans le couloir en train de prendre son manteau. Nous avons failli nous percuter, à 1 mètre l'un de l'autre. Salut. Je me suis arrêté. Salut. 5 secondes de silence. On entendait maman et Carole rire dans la cuisine. Mélissa a regardé le sol. Je suis désolé pour tout ça. Je ne savais pas quoi dire. D'accord. C'était tout. Je suis passé devant elle pour rejoindre ma voiture, je suis rentré chez moi, j'ai commandé à manger et j'ai regardé la télé jusqu'à ce que je m'endorme. Décembre, j'ai commencé à voir quelqu'un. Emma, 31 ans, graphiste. Je l'ai rencontrée dans un café où nous travaillions tous les deux parfois. Elle était drôle, facile à qui parler, elle ne forçait pas quand je n'étais pas prêt à partager certaines choses. Au 3e rendez-vous, elle m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai raconté la version courte. Papa est décédé. Ma sœur et moi nous sommes disputés pour l'héritage. On ne s'est pas parlé depuis plus d'1 an. Elle a écouté, sans juger. Est-ce que tu regrettes d'avoir vendu la maison? J'y ai réfléchi. Non. Je regrette que ça ait dû se passer comme ça, mais pas la décision. Elle a hoché la tête. Ça se comprend. Nous n'en avons plus reparlé. Janvier, j'ai dû aller chez maman pour lui déposer des documents dont elle avait besoin pour ses impôts. J'ai pris mon itinéraire habituel, et sur Division, nord sur la 28e. Je suis passé juste devant Maple Street. Je n'y étais pas retourné depuis le jour de la signature. J'ai ralenti, j'ai regardé. 2847 Maple. Il l'avait peinte en bleu au lieu de blanc. Des boiseries plus sombres. Des jouets d'enfants dans la cour avant un petit chariot rouge. Un trampoline à l'arrière, visible de la rue. Je me suis arrêté quelques secondes. J'ai juste regardé. Une maison différente maintenant, une famille différente. J'ai continué ma route. Février, 1 an après la vente. Notification Instagram, DM de Amalizin. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Je l'ai fait quand même. Un court message. Je déménage à Seattle pour le travail. Un nouveau départ. Je sais que tu ne répondras pas, mais j'avais besoin de dire que tu avais raison sur toute la ligne. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu 3 fois. Je suis resté là à regarder mon téléphone. J'ai tapé « Bonne chance ». Je l'ai fixé pendant 30 secondes. Je l'ai envoyé. J'ai fermé l'application. J'ai posé mon téléphone. C'était suffisant. Mars, un mardi matin ordinaire. Je me suis réveillé à 7 heures, j'ai fait du café. Je me suis assis à mon bureau dans la 2e chambre que j'ai transformée en bureau. Ordinateur ouvert.
Projet client à rendre pour la fin de la semaine, construire le backend d'un site web pour une petite entreprise à Biverton. La lumière du matin traversait la fenêtre. Les bruits de la ville en bas la circulation, un chien qui aboie. Mon téléphone a vibré. Texto d'Emma, dîner ce soir. Chez toi ou chez moi? J'ai souri, j'ai répondu, chez toi. J'apporte le vin. J'ai posé le téléphone. Je me suis remis au travail. Laissez-moi vous dire comment cela s'est vraiment terminé. Papa m'a laissé une maison de 400 000 $. Ma sœur a essayé de me la prendre. Je l'ai vendue pour 390 000 $ après les frais juridiques. Elle n'a rien eu. J'ai eu de l'argent dont je n'avais pas besoin et une famille qui ne se parle plus. On s'envoie des textos pour les anniversaires maintenant. Des messages courts. Joyeux anniversaire. Merci. C'est tout. Certains pensent que j'ai gagné. Peut-être que oui. Mais gagner n'est pas comme on le montre dans les films. On a l'impression de fermer une porte qu'on ne voulait pas fermer et de s'éloigner d'une maison qui n'a jamais vraiment été la nôtre au départ. Papa voulait que je l'aie. J'ai honoré cela. Mais j'ai aussi appris quelque chose qu'il ne m'a pas appris, parfois, le prix à payer pour avoir raison est que tous ceux que vous aimez pensent que vous avez tort, et vous le payez quand même. Parce que l'alternative est de laisser quelqu'un prendre ce qui vous appartient juste pour maintenir la paix. Je me suis choisi moi-même. Je le referai, même si c'est solitaire. Le code sur mon écran n'allait pas s'écrire tout seul. J'ai fini mon café, j'ai fait craquer mes doigts, et je m'y suis remis.